Pourquoi tant d'histoires ? On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. De plus, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en vous rendant sur le site storiavoce.com. En faisant un don, eh bien, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Alors, nous enregistrons cette émission depuis la ville de Blois, où se tiennent, comme chaque année, les rendez-vous de l'histoire de Blois. L'année 2023 étant consacrée aux vivants et aux morts. Et je suis très heureux de retrouver à ce micro Lucie Malbos. Lucie Malbos, bonjour. Bonjour. Alors, nos auditeurs vous connaissent bien. Je vous ai reçu pour Harald, je vous ai reçu pour Le Monde des Vikings, deux livres qui ont été primés. Vous êtes maîtresse de conférences à l'université de Poitiers, membre du CESCM, et vous travaillez donc en particulier sur le monde viking. Vous venez de participer à un ouvrage collectif paru aux presses universitaires de Rennes, Les médiévistes face au médiévalisme, et vous avez écrit ce livre avec Justine Breton, Martin Aurel et Florian Besson. Florian Besson, bonjour. Bonjour. Alors nous nous connaissons depuis très longtemps, vous êtes animateur du fameux blog actuel Moyen-Âge, vous êtes bien évidemment historien, docteur en histoire médiévale, spécialiste des États latins d'Orient et des médiévalismes contemporains, et en particulier donc de ce que l'on appelle la fantaisie. Nous allons voir de quoi il s'agit après. Comment, Lucie Malbos, Florian Besson, comment définir le médiévalisme et quelle est, au fond, l'origine du terme? Est-ce que c'est un néologisme? Alors le médiévalisme, en fait, il nous entoure, on baigne dedans. C'est toutes les récupérations, toutes les réappropriations, toutes les projections aussi d'éléments tirés du Moyen-Âge dans un univers contemporain, alors plus ou moins contemporain, puisqu'on aura probablement l'occasion d'en reparler. Le médiévalisme est en fait très ancien. Mais dès qu'on va chercher un château, une épée, un chevalier, et qu'on en fait quelque chose dans nos univers plus ou moins de fiction, ça relève du médiévalisme. Et par ailleurs, le terme a un double sens, puisque le médiévalisme désigne aussi du coup la manière d'étudier ces Moyen-Âge imaginaires. Donc c'est une branche de ce qu'on appelle la médiévistique, donc l'ensemble des disciplines qui travaillent sur le Moyen-Âge, l'histoire de l'art, la littérature, l'archéologie, etc. Et du coup, le médiévalisme, c'est l'une des manières de travailler sur ces Moyen-Âges réinventés dans la culture contemporaine. C'est un faux Moyen-Âge ? Non, c'est pas un faux Moyen-Âge, c'est un Moyen-Âge qui est réinventé, alors qui effectivement peut s'éloigner du Moyen-Âge historique, encore que on pourrait débattre du Moyen-Âge historique. Le Moyen-Âge historique, ça dépend de ce qu'on arrive à faire dire aux sources, mais nos interprétations évoluent, donc on pourrait se lancer dans le débat, on ne le fera pas, mais c'est une vision réappropriée du Moyen-Âge. Et puis surtout, c'est pas un seul Moyen-Âge. En fait, le médiévalisme, c'est un ensemble de Moyen-Âge, des centaines, certains qui se ressemblent beaucoup, certains qui n'ont rien à voir. Il faut imaginer que c'est plutôt comme un millefeuille, avec du coup une série de strates, en fait, dont on peut faire l'archéologie, du coup, remonter à l'origine d'une image, d'un motif, d'un thème. Du coup, le médiévalisme, en fait, c'est bien les médiévalismes, et on va avoir un Moyen-Âge rose, un Moyen-Âge noir, un Moyen-Âge positif, un Moyen-Âge celtique, un Moyen-Âge gothique, un Moyen-Âge de droite, un Moyen-Âge de gauche, etc. Tout ça dans une constellation très complexe. Est-ce que l'histoire, en fait, le médiévalisme, est-ce qu'il existe depuis plusieurs siècles dans la littérature? Est-ce que l'on peut considérer la littérature comme une expression de ce médiévalisme? Oui, tout à fait. Et en fait, on peut considérer que le médiévalisme remonte au Moyen-Âge, en réalité. Oui, lui-même. On commence à se réapproprier des éléments de périodes plus ou moins anciennes dès le Moyen-Âge. Et
ça prend une dimension peut-être nouvelle avec vraiment la Renaissance, ce moment où on réinvente, ou plutôt où on invente d'ailleurs la période qui est le Moyen-Âge, hein, cet âge médian, cet âge coincé entre l'Antiquité idéalisée et justement cette Renaissance. Et après, les deux grands moments intellectuels du médiévalisme, pour résumer un peu, c'est les Lumières, où là il y a un ensemble d'auteurs qui vont travailler la période médiévale pour en faire quelque chose. C'était vraiment l'inventer, Voltaire par exemple, et donc pour en travailler, pour en tirer des fils anticléricaux, anti-aristocratiques, anti-royauté, etc. Donc pour beaucoup construire l'image noire du Moyen-Âge. L'idée par exemple que les médiévaux auraient cru que la Terre était plate, ce qui est totalement faux, c'est une idée qu'on attribue d'abord à Voltaire. Et puis après le deuxième grand moment, bien sûr, c'est le romantisme. Donc toutes ces premières années du 19e siècle où là, à nouveau, on retravaille la période médiévale avec Walter Scott, par exemple, dans la littérature. Ou Chateaubriand. Ou Chateaubriand, bien sûr, en français, mais aussi dans la peinture, dans l'architecture, dans la mode, qui va être un des grands moments de la réinvention du Moyen-Âge. Et là, au contraire, c'est un Moyen-Âge rose, qui est beaucoup plus idéalisé. Géographique. Est-ce que, au fond, le médiévalisme n'est pas une histoire des représentations, une représentation de ce que fut le Moyen-Âge, ou de ce que l'on croit qu'il a été? Si, tout à fait. C'est effectivement, c'est les deux à la fois. C'est même encore plus que ça. C'est à la fois une représentation du Moyen-Âge ou de ce qu'on pense que le Moyen-Âge a été, et puis c'est aussi, en un sens, une projection et une façon d'exprimer certaines préoccupations ou certaines problématiques de l'époque, qui se réapproprie ces motifs, mais qui se réapproprie certains motifs et dans certaines directions. On ne va pas utiliser les mêmes motifs selon les périodes, ou on va pas les faire parler de la même façon. Pour reprendre par exemple le motif des Vikings, dont on reparlera peut-être, c'est un motif qui a été réapproprié par l'extrême droite, par les nazis dans la quête des origines aryennes, et c'est un motif qui beaucoup plus récemment a été réapproprié par certains mouvements féministes pour mettre en avant la liberté de la femme. Oui, c'est une conversation d'ailleurs qu'on avait avant cette émission. Le Viking est en quelque sorte réhabilité, alors avant il était craint. Oui, et ça montre tout à fait cette évolution des médiévalismes, comme l'a bien dit Florian. Le même motif, le Viking, mais on pourrait prendre le Templier, enfin on pourrait en prendre plein d'autres, on leur fait dire ce qu'on a envie de leur faire dire, et ça va évoluer en fonction des époques, de la réappropriation. Est-ce à dire qu'il y a autant de médiévalisme qu'il y a d'époques? Oui, sûrement, et même encore plus, parce qu'en fait, dans une même époque coexistent plusieurs médiévalismes, plusieurs Moyen-Âge imaginaires différents. Donc, on peut pas dire il y aurait uniquement le Moyen-Âge du 19e siècle. Effectivement, Lucie rappelait que le Moyen-Âge des romantiques, par exemple, c'est plutôt un Moyen-Âge idéalisé, sous l'angle précisément romantique, la chevalerie, etc. Mais à côté de ça, c'est aussi l'époque des romans gothiques, avec tous ces thèmes là de seigneurs qui torturent dans des sombres châteaux, qu'on va retrouver dans les dessins de Victor Hugo, par exemple. Et du coup, ça, c'est à la même époque. Donc là, il y a bien des Moyen-Âge très différents, dont les usages, les représentations ne coïncident pas, même si, et ça c'est toujours passionnant, même si elles se répondent, elles se reprennent, elles dialoguent, parfois sur le mode de la contradiction, parfois sur le mode de l'écho, beaucoup. Donc médiévalisme, c'est comme médiéviste, c'est à mettre au pluriel? Oui, absolument. Et aujourd'hui aussi, Florian vient de prendre l'exemple du romantisme. Aujourd'hui encore, il y a toujours cette image du Moyen-Âge sombre. Il y a encore, pas plus tard que quelques jours, j'entendais à propos de je ne sais plus quel conflit que c'était un conflit digne du Moyen-Âge. Et inversement, on a aussi une image qui peut être idéalisée, fantasmée, d'un univers proche de la nature, dans lequel tout était plus simple, moins compliqué. Donc le Moyen-Âge rose et le Moyen-Âge noir, aujourd'hui encore. Et à côté de ça, il y aurait des motifs, vraiment pour le coup, des images qui irriguent vraiment en profondeur notre imaginaire et qu'on retrouve d'époque en époque, d'œuvre en œuvre. L'image du chevalier brandissant son épée lumineuse, qu'on va retrouver par exemple dans tous les Star Wars, qu'on va retrouver dans tous les Zelda, le moment où le personnage gagne l'épée magique, qu'on va retrouver sur les couvertures de je ne sais combien de romans, de bandes dessinées, de jouets pour enfants, etc. C'est une image qui vient du coup, pour le coup, directement du Moyen-Âge, retravaillée, reprise d'époque en époque, transposée dans des univers qui n'ont plus rien à voir avec le Moyen-Âge, la science-fiction par exemple, etc. Mais du coup, il y a toujours ces racines qui bourgeonnent en fait dans des sens très très différents. On est surpris parce que je parlais de la littérature qui nous ramène à plusieurs siècles en arrière, mais aujourd'hui le médiévalisme concerne de très nombreuses disciplines. Oui, on a parlé de la littérature, mais en réalité, on le retrouve également au cinéma,
donc sur grand écran, dans les séries, mais ça va même bien au-delà. On le retrouve dans la bande dessinée, on le retrouve dans les jeux vidéo, on le retrouve dans les jeux de plateau aussi, qui développent considérablement ces thématiques. Donc on retrouve un peu partout cette réappropriation, alors du chevalier, de l'épée, du château, de la princesse, du dragon. Alors voilà, c'est un très bon exemple de médiévalisme, hein. Il n'y a pas d'épée et de château sans dragon. On parlait tout à l'heure du vrai ou du faux Moyen-Âge. La réalité du dragon au Moyen-Âge peut se discuter. Et puis oui, Lucie disait le médiévalisme il est partout. La publicité par exemple, on a de nombreuses publicités qui utilisent en fait des ressorts, des images médiévalistes. Le camembert Cœur de Lion, c'est du médiévalisme. Ce camembert il a aucun rapport avec Richard d'Angleterre surnommé Cœur de Lion, mais en mettant ça en avant, en fait ce qu'on vend c'est une promesse d'authenticité du produit, l'idée qu'il a une histoire, donc il va être particulièrement savoureux et qu'on va retrouver souvent pour vendre des fromages, de la bière, du pain. Par exemple, on va utiliser une imagerie médiévaliste. Alors, vous avez étudié le médiévalisme dans la culture ludique contemporaine, plus de 1000 titres originaux publiés chaque année, c'est absolument considérable. Alors, on connaît bien les jeux vidéo, mais on connaît peu, au fond, ce que vous appelez les jeux de plateau, les jeux de société. Oui, alors le Moyen-Âge est également très présent sur différents jeux de société. Alors c'est un domaine que je connais un peu moins, mais un tout petit peu récemment pour avoir travaillé justement sur un jeu, on en revient aux Vikings, qui met en avant, alors là aussi c'est intéressant, le Viking plutôt rose, c'est-à-dire le Viking commerçant, et pas le Viking pirate, même si bon on le voit un peu attaqué, et c'est très intéressant parce qu'on a des mécaniques de jeu qui sont tout à fait contemporaines, hein, mais qui vont récupérer la thématique alors de la vente de prisonniers, de l'achat de marchandises, des traversées en mer. Donc on va s'inspirer de l'univers médiéval, mais pour créer un jeu qui est totalement contemporain, avec des mécaniques de jeu qui sont totalement contemporaines. Et puis globalement, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est retenu, qu'est-ce qui n'est pas retenu. Quand on regarde effectivement un peu les jeux de plateau, globalement, on se sert du Moyen-Âge pour faire trois choses. Soit on construit, donc c'est des jeux où il faut construire des cathédrales ou des châteaux forts. Soit on se bat, et donc c'est des jeux avec des chevaliers qui se battent d'une manière ou d'une autre. Ou alors on commerce, et là ça fait appel à tout l'imaginaire des villes marchandes, notamment des communes italiennes ou des villes de la Hanse. Et globalement, les jeux médiévalistes, c'est ça, quoi. Et c'est intéressant de ce que ça nous dit de notre imaginaire du Moyen-Âge. On construit, on se bat ou on commerce. Monde médiéval, monde fantastique sont totalement mêlés, confondus. Oui, alors ça remonte aux origines, j'ai envie de dire, ou plutôt à ceux qui ont créé cette fusion, à savoir le premier, Tolkien, qui crée son univers du Seigneur des Anneaux. Tolkien n'a jamais dit que le Seigneur des Anneaux se passait au Moyen-Âge, mais quand on lit le livre et puis quand on regarde l'adaptation ensuite sur grand écran, ça ressemble quand même terriblement au Moyen-Âge. Il y a ces fameux châteaux, il y a ces chevaliers avec des épées, et puis il y a ces éléments que notre imaginaire associe au Moyen-Âge, ces fameux dragons et autres créatures mythiques. Oui, c'est au point que, comme toujours, c'est cette circulation des motifs. En fait, il suffit aujourd'hui de voir à l'écran un cheval, un cavalier galopant plutôt dans la brume pour que immédiatement on se dise on est au Moyen-Âge. C'est comme ça que commençait Game of Thrones. Tellement d'ailleurs que les Monty Python le parodient dans Sacré Graal avec des chevaliers avec des noix de coco. Parce que du coup, en fait, il y a des sons, des images qui nous ramènent au Moyen-Âge, alors même qu'en soi, elles sont pas médiévalistes en elles-mêmes. Un cavalier qui est courant dans la brume, il peut être de l'époque gauloise, comme du XIe siècle, comme du XXe siècle, mais il suffit de le voir pour que notre cerveau dise Moyen-Âge. Et éventuellement, en ajoutant un filtre sombre, Florian évoquait la brume, hein, mais il faut une image un peu grisâtre, un peu grisonnante. Hein. Le péplum, on met un filtre de couleur chaude, hein, pour rehausser le soleil, et au contraire, le Moyen-Âge, en général, on met un filtre qui assombrit un peu tout. Une dernière question avant de passer à la pédagogie du médiévalisme. Est-ce que le médiévalisme est uniquement européen ? Alors non, il y a des médiévalismes extra-européens. Il y a par exemple un médiévalisme japonais qui est double, puisque du coup la culture contemporaine japonaise à la fois réinvente le Moyen-Âge du Japon, donc l'époque des shoguns, l'époque des samouraïs, et en plus réinvente aussi beaucoup le Moyen-Âge occidental, avec une présence très forte du mythe arthurien, par exemple, retravaillé dans les mangas de manière très différente. Et il y a aussi, évidemment, une réception, une réutilisation, une réappropriation de la période médiévale, par exemple, dans le monde arabe contemporain, qui va retravailler l'image des croisades, par exemple, pour des usages politiques, mais aussi pour des usages artistiques, exactement comme en Occident. Alors,
Venons-en à la pédagogie du médiévalisme. Est-ce que le médiévalisme, c'est un sujet de préoccupation pour les professeurs? Est-ce que, au fond, cette image dorée, ou bien au contraire très négative du Moyen-Âge, ne va pas à l'encontre de la nuance, de la complexité que les professeurs tentent de transmettre à leurs élèves? Alors je pense qu'il faut poser la question à plusieurs niveaux en réalité. Il y a l'enseignant universitaire qui lui va s'emparer, on l'a dit tout à l'heure, du médiévalisme comme d'un objet d'étude, mais c'était pas à ça qu'on pensait là. Et il y a l'enseignant peut-être plutôt du secondaire qui va effectivement pouvoir se réapproprier le médiévalisme sans forcément le nommer en réalité, mais qui va l'utiliser comme une porte d'entrée. Et qui va partir eh bien éventuellement d'une série, d'un jeu, pour essayer de capter l'attention de ses élèves, mais ça reste un point de départ. Il va falloir aller au-delà. C'est juste une façon de démarrer et ensuite d'amorcer sur l'histoire avec ses nuances et ses complexités. En fait, personne ne vient à l'histoire médiévale par l'histoire médiévale. On vient à l'histoire médiévale par le médiévalisme. Personne n'a découvert un goût pour l'histoire médiévale en lisant une charte de Cluny quand on était au CP ou au CE1. Par contre, on a tous lu des aventures avec des chevaliers, on a vu des dessins animés avec des chevaliers, on a vu tout ça en fait. Et y compris les anciens médiévistes, c'est pas neuf. Duby, immense médiéviste s'il en est, disait qu'il était venu au Moyen-Âge par la lecture d'Ivanhoé. Et Ivanhoé, c'est un roman. Il y a plus de faux que de vrai dans Ivanhoé. C'est du médiévalisme du 19e siècle. Et en fait, aujourd'hui, on fait pareil. Donc aujourd'hui, un collégien ou un lycéen qui découvre le Moyen-Âge par Kaamelott ou par Game of Thrones, bah, tant mieux, c'est formidable parce que c'est une porte d'entrée pour après un goût pour le Moyen-Âge. Donc, qui dit porte d'entrée, dit au fond, voilà, c'est un aspect très positif et les professeurs peuvent aussi utiliser les médiévalismes pour susciter l'intérêt chez leurs élèves. Non seulement ils peuvent, mais ils le font. Avec Florian, on est parmi les premiers, je pense, à le faire, à la seule condition en fait d'être bien conscient et aussi de montrer justement aux élèves et aux étudiants que tout ne doit pas être mis sur le même plan et qu'effectivement une série comme Kaamelott ou Game of Thrones, ça n'est pas l'équivalent d'un cours d'histoire. Et à partir du moment où en fait ce contrat de lecture ou ce contrat pédagogique est clair, je pense qu'il n'y a aucun souci. Oui, et puis encore une fois, on revient à cette prégnance du médiévalisme. On fait visiter une cathédrale à nos élèves en disant voilà une cathédrale médiévale. Cette cathédrale, elle n'est pas médiévale. Cette cathédrale, elle a traversé les siècles jusqu'à nous. Elle a été construite, reconstruite, transformée, reprise. Elle a brûlé comme Notre-Dame. Elle va être reconstruite. En fait, cette cathédrale, elle est médiévaliste au sens où c'est bien une présence d'un objet médiéval dans notre présent, réapproprié, réinterprété, reconstruit. Et donc, si on veut la voir uniquement comme un espèce de fossile qui aurait traversé les siècles, c'est se méprendre sur son sens et sur sa dimension. Il faut plutôt au contraire insister sur le fait qu'elle est vivante et qu'elle a évolué à travers le temps. Est-ce que le médiévalisme est exclusif au Moyen-Âge, sous-entendu? Est-ce que par ailleurs, au fond, il n'existe pas un antiquisme, puisqu'il y a aussi des jeux, des bandes dessinées, ou bien même un modernisme lié précisément à l'histoire moderne? C'est-à-dire que quand on parle de modernisme, on est moins enclin à voir cet univers parallèle et on voit davantage la discipline en elle-même. Alors oui, de fait, le fait qu'il n'y ait pas de terme pour désigner cette réception et réinvention des autres périodes, ça a été proposé, le néologisme antiquialisme, mais il n'a pas pris encore, il n'est pas utilisé, ça dit des choses quand même. Alors effectivement, il y a l'autre grande période à ce point réinventée, c'est l'Antiquité gréco-romaine, sans aucun doute, à travers le péplum par exemple, beaucoup, qui pour le coup a une présence essentielle, mais c'est un peu l'exception en fait. Les autres périodes sont quand même moins présentes. Si on faisait une liste du nombre de films, de séries et de jeux vidéo sur la Mésopotamie antique par exemple, la liste serait courte. Idem pour le 16e, 17e siècle, qui sont des périodes moins présentes dans les imaginaires contemporains. En fait, si on faisait un jeu très simple, qu'on demandait aux gens d'identifier des figures, le chevalier serait toujours identifié. Tout le monde sait, en revoyant un chevalier en armure, dire « Ah oui, c'est un chevalier du Moyen-Âge ». Et très jeune, un enfant de 6 ans saurait le dire déjà en disant « C'est un chevalier ». Un mousquetaire du roi du XVIIe siècle, un marin de la marine de Louis XIV, je suis
en fait, je suis sûr qu'il serait beaucoup plus difficilement rattaché immédiatement à une période historique. Il y a une autre période qui ressort un petit peu, qui ressort notamment aussi des groupes de reconstitution, où on a énormément, pour le coup, de Vikings, mais où l'autre période qui ressort, c'est aussi les guerres napoléoniennes. Donc c'est aussi la période qui est réappropriée et autour de laquelle il y a un imaginaire très fort, mais c'est une période assez restreinte finalement, qui se limite dans le temps, tandis que le Moyen-Âge, c'est 1000 ans d'histoire, hein. Donc c'est aussi toute une diversité qu'on n'a pas finalement avec cette période-là. Mais en dehors de cet exemple et de l'Antiquité qu'évoquait Florian, effectivement, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Et la Deuxième Guerre mondiale, qui est l'autre exemple très présent dans les imaginaires historiques, mais pour des raisons différentes, puisque pour le coup, c'est plus travaillé sous l'angle de la mémoire encore. Mais justement, puisque vous êtes tous les deux médiévistes, qu'est-ce qui fascine dans le Moyen-Âge? C'est une question que j'ai posée la semaine dernière à Claude Govard. Vous pouvez écouter cette émission passionnément Moyen-Âge. Qu'est-ce qui fascine dans le Moyen-Âge? Est-ce que c'est parce qu'au fond, ce Moyen-Âge savait cultiver une forme de transcendance, une forme de merveilleux aussi? Quand on pense à l'Empire romain, on pense pas forcément au merveilleux, même s'il y a dans l'Antiquité grecque toute la mythologie, il y a une sorte d'aspiration au merveilleux plus prégnante au Moyen-Âge qui amène les esprits à s'y intéresser davantage et à rechercher ce rêve. Il y a peut-être ça, il y a le côté aussi très exotique, mais qu'on pourrait avoir aussi dans l'Antiquité. Il y a probablement une autre explication, là c'est peut-être plus l'historienne qui parle, qui est qu'on a quand même, surtout pour la première partie du Moyen-Âge, beaucoup moins de sources, donc ça se prête aussi à toutes les réinventions, réappropriations, hein. C'est beaucoup plus facile de combler les trous quand on a beaucoup de trous. Et puis peut-être aussi des thématiques qui nous paraissent à la fois éloignées et en même temps qui nous parlent. Je l'évoquais tout à l'heure en introduction, mais cette supposée proximité avec la nature, par exemple, qui aujourd'hui, dans le contexte actuel, parle de plus en plus. Et il y a un certain nombre de thématiques comme ça qui sont réappropriées et qui paraissent à la fois lointaines et en même temps très contemporaines. Je pense qu'il y a aussi tout simplement une présence physique du Moyen-Âge dans notre espace urbain. Par exemple, il n'y a pas de village en France qui n'ait pas sa chapelle médiévale, son lavoir médiéval, son château médiéval, sa tour médiévale, infiniment plus que le passé romain, qui ne nous reste que sous la forme de quelques vias, quelques arènes dans le sud de la France, une porte ou deux, et évidemment infiniment plus que le passé gaulois, celte, qui construisait pas en dur, donc il nous reste quasiment rien. Du coup, il y a quand même une espèce d'évidence un peu physique. Le Moyen-Âge, il nous saute aux yeux en Europe. On peut pas se balader, on peut pas faire du tourisme en ville sans que le Moyen-Âge il soit là. Donc c'est difficile à partir de là que ça forme pas un terreau hyper fertile pour l'imagination. À partir du moment où il est à ce point présent sous nos yeux tout le temps. Est-ce que la subtilité, c'est une question que pose un des intervenants de votre ouvrage, donc les médiévistes face au médiévalisme, Romain Vincent, il se demande la subtilité du médiévalisme n'est-elle pas accessible in fine qu'aux médiévistes eux-mêmes? Sous-entendu, est-ce que vous avez, vous, la possibilité de voir un peu ce que vous disiez à propos de Georges Duby tout à l'heure? Je suis venu, moi, Georges Duby, à l'histoire médiévale grâce à Ivanhoe. Est-ce que vous avez des étudiants qui vous disent, eh bien, moi, je suis venu au Moyen-Âge grâce à Ivanhoe, grâce aux Visiteurs, grâce à Game of Thrones, vous qui êtes dans le monde viking, c'est une chose qui doit exister. Oui, on a des étudiants et en fait, l'ouvrage que vous évoquiez est issu d'un colloque à l'origine et à l'occasion de ce colloque, malheureusement, on n'a pas pu retranscrire ça dans l'ouvrage, mais il y a eu une galerie de posters qui a été réalisée par des étudiants de master et de doctorat et cette exposition s'appelait « Nous, les enfants du médiévalisme ». Et en fait, chaque étudiant s'était réapproprié une thématique. Alors ça a vraiment, ça couvrait tout, hein. Ça allait de Ivanhoe à Harry Potter. Il y avait vraiment à la fois la peinture, le cinéma. Et donc chaque étudiant a développé un petit peu le thème, sa porte d'entrée, qu'il avait amené au médiévalisme. Et donc on parle de jeunes qui avaient 22, 23, 24 ans, hein, et qui étaient déjà parfaitement conscients qu'ils étaient arrivés au Moyen-Âge, aux études médiévistes par le médiévalisme. Mais nous-mêmes, si on faisait un peu d'égo-histoire et qu'on demandait aux collègues médiévistes, je suis persuadé qu'en fait, tous sont venus au Moyen-Âge par leur médiévalisme à eux.
Moi, par exemple, je pourrais citer Carcassonne, que j'ai visité quand j'étais gamin. J'étais vraiment pas grand. Je me rappelle avoir été émerveillé. C'était la cité des chevaliers. J'ai acheté un aume et une épée en plastique et j'ai joué aux chevaliers. Carcassonne, c'est un chef-d'œuvre médiévaliste. C'est une reconstruction quasi totale de Viollet-le-Duc, une réinvention, en plus qui s'éloigne vraiment des canons et des codes de l'architecture médiévale. Donc c'est vraiment en fait de l'imaginaire. Du coup, c'est l'imaginaire qui fait son travail. C'est l'imaginaire qui nous fait imaginer, qui nous inspire, qui nous donne envie, qui crée des images, quitte après à ce qu'on les déconstruise. Est-ce que 20 ans après, on apprenne qu'en fait, ça ressemblait pas du tout à ça et que les créneaux de Carcassonne ressemblent pas du tout à ce qu'on construisait à l'époque. Mais tant mieux ça. On approfondit, on dépasse son imaginaire. Mais je pense encore une fois que vraiment, à mon avis, tous les médiévistes sont rentrés par le médiévalisme. Alors, j'en viens à ma question suivante qui est liée bien évidemment à cette notion de transmission. Et est-ce qu'on peut faire une différence ou même poser une hiérarchie des cultures entre d'une part une culture populaire et une culture savante? Est-ce qu'il existe au fond des passerelles possibles entre ce monde savant et ce monde populaire? Oui, je pense qu'il faut pas les penser en opposition ni même en termes de hiérarchie. Il y aurait une bonne et une mauvaise culture. Je pense que c'est pas la façon dont il faut penser les choses. Il y a effectivement des différentes façons de se réapproprier le médiévalisme et les unes se nourrissent des autres. En fait, c'est ce qu'on a, je pense, montré depuis le début de l'émission. Hein. Florian l'a bien redit. Nous-mêmes universitaires, qui décortiquons maintenant des chartes, des diplômes, des textes compliqués, dans des langues pas toujours simples et avec des écritures pas toujours évidentes, on est arrivé à ces documents compliqués par des romans, par des films, par des châteaux, par la cité de Carcassonne. Et inversement, le médiéviste retourne régulièrement aussi à cette culture qu'on peut qualifier effectivement de populaire, hein, en soit réutilisant des éléments dans le cadre de ses cours, en le disant, on le disait tout à l'heure, soit en participant à des projets, à des films, à des jeux vidéo et ou à des conférences grand public. Donc les deux mondes ne sont pas étanches, ils communiquent. Oui, c'est vraiment très très poreux les relations entre ces univers. Les avancées de la recherche en histoire médiévale, elles vont influencer les créateurs et les créatrices dans leurs romans, dans la mode, dans la musique, etc. Mais à leur tour, la culture populaire, elle influence les médiévistes, elle peut les pousser à avoir envie de travailler des thèmes qui étaient peu travaillés jusque-là. Le développement des études vikings, il est en partie lié à la présence très forte des vikings dans l'imaginaire collectif et commun, et les deux se nourrissent en fait dans une dynamique qui tient beaucoup plus du serpent qui se mord la queue, au sens que c'est très difficile de savoir qui commence, qui influence l'autre. À mon avis, c'est vraiment un cercle sans fin qui me paraît beaucoup plus vertueux qu'il n'est vicieux. Donc le populaire a besoin du savant et à contrario, le savant a besoin du populaire ? Oui, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Alors Martin Bostal, qui est un des contributeurs du colloque Les médiévistes face aux médiévalistes, se pose la question, suivez-moi bien, de l'existence d'un médiévalisme savant ou d'un médiévisme populaire. Il inverse en quelque sorte les concepts. Oui, il inverse parce que voilà, il y aurait d'un côté donc l'idée que le médiévalisme c'est populaire, c'est la culture contemporaine collective, et puis le médiévisme, ça serait ce qui est construit par les historiens médiévistes professionnels. En fait, à nouveau, c'est la question de la porosité entre ces deux mondes et entre ces deux univers. Et évidemment, c'est tentant. Il faut réaffirmer que les médiévistes, ils ont accès, sinon à la vérité, du moins à une forme d'existence du Moyen-Âge à travers ce travail sur les sources, etc. Ce que fait pas un créateur de série ou un dessinateur de bande dessinée. Mais à côté de ça, les médiévistes, encore une fois, eux-mêmes, ils construisent leur propre imaginaire avec un imaginaire de concept. Par exemple, le féodalisme ou la féodalité, c'est un concept construit par les médiévistes qui est devenu très important dans les études médiévales avant d'être à son tour critiqué, déconstruit, etc. Donc en fait, c'est un fantasme autant que l'est le dragon dans l'heroic fantasy ou dans les jeux de rôle, par exemple. Par contre, effectivement, c'est un fantasme de médiéviste plus que de médiévaliste, mais encore une fois, je pense que la différence entre les deux, elle est très très fine. Recréer le Moyen-Âge, c'est osciller entre la création artistique et la reproduction fidèle. C'est un véritable exercice d'équilibre. Je vais être un peu provocateur, Florian Besson, si vous me permettez.
Est-ce que, par exemple, voilà, on sait, hein, c'est public sur Twitter, vous montrez très défavorable, par exemple, à un Stéphane Bern. Est-ce que Stéphane Bern, c'est pas un médiévalisme? On ne peut pas le considérer comme un médiévalisme, ou c'est très difficile précisément de savoir transmettre ce qui est précisément complexe et nuancé? Alors, je me montre moins défavorable envers Stéphane Bern qu'envers d'autres pratiques qui relèvent vraiment de faussaires de l'histoire, ce que Stéphane Bern n'est pas. Disons, pour le coup, je trouve souvent un peu enfermant le fait de n'aborder l'histoire qu'à travers une histoire des grands hommes ou des grandes femmes, et qu'à travers en plus le prisme du secret, le côté je vais vous révéler quelque chose d'inconnu, suivez-moi dans les couloirs cachés du château de Chambord, ce genre de choses. C'est sûrement très porteur, parce qu'à nouveau, ça fait appel à notre imaginaire, et notamment à notre imaginaire d'enfant, où on a envie de découvrir les passages secrets. Sauf qu'en fait, souvent, la plupart du temps, ça n'a rien de secret, quoi. Ce qui est montré, précisément, si on peut le montrer dans une émission de radio ou de télé grand public, c'est bien que c'est connu. Et comment c'est connu? Grâce au travail d'historiens ou d'historiennes qui sont souvent peu visible ou moins visible qu'il ne pourrait l'être dans ces émissions. Mais alors justement, j'en reviens à cette porosité, à cette idée au fond d'un équilibre entre cette création artistique qui simplifie par nature et ce qui serait une reproduction fidèle. C'est un exercice d'équilibriste très difficile en soi. Oui, en réalité, la reproduction fidèle du point de vue vraiment du médiéviste, elle est impossible. On s'en rend compte justement quand on travaille pour conseiller sur des films ou des jeux vidéo et où chaque détail devient un problème. C'est-à-dire qu'on nous demande, la ceinture autour de la taille de tel personnage à telle époque, elle ressemblait à quoi ? Je peux vous dire pour le 8e, mais j'ai pas d'exemple pour le 9e. Ah là, il nous faudrait pour le 9e siècle. Et puis, le pot qu'il y a sur la table et qui servait à aller chercher de l'eau, il ressemble à quoi? Et c'est tout, en fait. Quand il faut tout représenter, on est incapable de tout représenter dans le moindre détail. Donc, on va être obligé soit de fusionner un peu des époques. Et tant pis, j'ai pas de pot pour le 8e siècle, je vais utiliser un pot du 10e siècle. On est obligé, de tordre un certain nombre d'éléments et on en vient à faire finalement aussi une forme de médiévalisme. Et encore, Lucie parle que d'histoire matérielle, donc que d'objets pour lesquels on a des traces, mais quid des gestes, par exemple? Comment savoir comment se levait un seigneur du XIe siècle? Comment il riait? Donc comment est-ce qu'il bâillait? Comment il s'étirait le matin? Les gestes, c'est des constructions sociales comme le reste. On peut pas le savoir, sauf à avoir quelques accès à quelques images de temps en temps. Donc tout ça, c'est de l'invention à partir du moment où on le représente. Un dernier mot, Alain Corbellari, qui participe aussi à ce colloque, explique que le médiévalisme reste au fond une question de civilisation, que il est important d'avoir ce dialogue entre passé et présent, un dialogue nécessaire. Oui, nécessaire pour à la fois avoir une idée de ce passé, d'où on vient, mais aussi de comprendre comment on fonctionne et justement quels sont les motifs qu'on se réapproprie, pourquoi on se réapproprie certains motifs et pas d'autres, et pourquoi on se les réapproprie de telle ou telle façon. En réalité, faire du médiévalisme, c'est à la fois étudier le Moyen-Âge, mais c'est aussi étudier nos propres sociétés et mieux nous comprendre nous-mêmes. Florian Besson, un dernier mot. Enfin, exactement, je suis d'accord avec ce que dit Lucie. En fait, le médiévalisme, c'est l'art de demander au Moyen-Âge de répondre à des questions, mais ces questions, elles sont posées par la société contemporaine, donc qui projette vraiment comme dans un espèce de miroir magique, où on projette ce qu'on veut voir dans le Moyen-Âge, mais si on veut y voir ça, c'est bien que ça nous travaille, ça nous taraude, ça nous inquiète, ça nous inspire en fonction du Moyen-Âge qu'on veut y voir, mais en tout cas, ça parle de nous. Ce qu'on voit dans ce miroir, c'est nous. Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus donc à ce micro alors que nous enregistrons cette émission à Blois, les médiévistes face au médiévalisme, sous votre direction, Florian Besson et Lucie Malbos, avec Martin Aurel. J'ai reçu Martin Aurel à plusieurs reprises à ce micro. N'hésitez pas à écouter les émissions, celles aussi enregistrées avec vous, Lucie Malbos. Et pour être complet, ce livre a été aussi dirigé par Justine Breton et c'est publié aux presses universitaires de Rennes. Je mentionne votre site actuel Moyen-Âge, Florian Besson, et il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous procurer le dernier numéro de la revue Histoire et Civilisation, qui est consacré à la civilisation mongole, qui vient de sortir dans les kiosques, avec bien évidemment l'inédit
l'inévitable Marie Favreau qui a reçu le prix du livre d'histoire de l'année 2023, donc à Blois. Marie Favreau, nous avons enregistré 3 émissions. N'hésitez pas aussi à vous reporter à ces émissions. Un grand merci et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pourquoi tant d'histoires.